Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal sur CCTV français, en direct de Beijing. Et nous débutons ce journal en Syrie. Au moins 14 civils ont été tués lorsque des missiles ont frappé un hôpital pour enfants, une école et d'autres sites dans la ville d'Azaz, ville située près de la frontière turque et qui est contrôlée par les rebelles. Des résidents de la ville disent qu'au moins 5 missiles ont touché l'hôpital dans le centre-ville et une école située à proximité. Les réfugiés tentaient de quitter la ville alors que l'armée syrienne pilonnait le secteur. Un témoin a par ailleurs expliqué qu'un endroit où plusieurs habitants s'étaient réfugiés a été touché par des bombes larguées par des avions qu'il croit être russes. Le premier ministre turc, Ahmed Davutoglu, a déclaré qu'Ankara ne laissera pas la ville d'Azaz, qui est située dans le nord de la Syrie, tomber aux mains de la milice kurde YPG. Ils peuvent bien dire qu'ils ne reculeront pas, mais cela ne veut rien dire. Ils ont déjà reculé. Des membres des YPG ont été chassés d'Azaz. S'ils s'approchent à nouveau d'Azaz, ils vont être confrontés à une forte réponse. Nous ne laisserons pas Azaz tomber aux mains des Kurdes. Le monde entier devrait le savoir. Le premier ministre Davutoglu a fait cette déclaration alors qu'il se rendait en Ukraine, où il est en visite officielle. L'artillerie turque a visé des cibles kurdes durant le week-end. Ankara insiste pour dire que cela était une réponse selon les règles d'engagement. Le gouvernement syrien a condamné Ankara et exhorté l'ONU à agir dans ce dossier. M. Davutoglu a ajouté que la Turquie prendrait les mesures nécessaires pour contrer les unités de protection du peuple kurde, les YPG. Par ailleurs, le ministère turc des Affaires étrangères s'est dit choqué par le fait que le département d'État américain considère Ankara au même titre que les insurgés des YPG. Et la pression s'accentue sur la Turquie après ces bombardements de positions de combattants kurdes dans le nord de la Syrie, des bombardements qu'elle considère comme une menace pour sa sécurité. La Turquie a bombardé des positions kurdes dans le nord de la Syrie pour la seconde journée d'affilée, malgré les appels des alliés de l'OTAN pour suspendre ses actions. La France va plus loin en demandant l'arrêt immédiat de toutes les frappes aériennes, dont celles menées par le gouvernement syrien et la Russie. Les forces kurdes avancent vers Alep, gagnant du terrain, avant un cessez-le-feu proposé qui doit débuter au cours de la semaine prochaine. Ankara déclare sa volonté d'empêcher les Kurdes syriens de rejoindre les forces des opposants turcs. Et la Russie continue de bombarder les groupes rebelles syriens. Les observateurs déclarent que cette escalade de violence amenuise les espoirs d'une intervention humanitaire. Le président russe Vladimir Poutine et le président américain Barack Obama ont discuté par téléphone samedi de cette situation qui empire. Mais alors que les dirigeants mondiaux négocient et que les Nations Unies préparent l'assistance humanitaire, davantage de ressources militaires s'avancent vers la région. L'Arabie Saoudite a déployé des avions de guerre vers la Turquie. Un geste qui accorde du crédit à une offensive terrestre conjointe entre Ankara et Riyad en Syrie. Une possibilité que la Turquie a déjà mentionnée. Et il n'y a pas de date butoir claire pour le début du cessez-le-feu. Actuellement, des diplomates déclarent que le maintien d'un couloir humanitaire vers la ville d'Alep assiégée reste la principale priorité. L'agence de presse sud-coréenne Yonhap a fait savoir que la République populaire démocratique de Corée avait formé un nouveau corps d'armée. Son rôle est de déployer l'unité mobile du missile balistique intercontinental KN-08. Reportage. Selon les sources de l'agence de presse, cette décision signifie que Pyongyang s'apprête à positionner le missile. Des responsables américains affirment que le système du missile est opérationnel et serait capable de frapper la plupart des États américains. Par ailleurs, les États-Unis ont déployé davantage de systèmes de défense solaire Patriot en Corée du Sud, à la suite du lancement d'une fusée par la RPDC. Selon l'armée des États-Unis, ce positionnement en Corée du Sud entre dans le cadre de la conduite de l'exercice d'urgence. Les deux alliés débuteront des pourparlers dès la semaine prochaine. Ils évoqueront le possible déploiement du système américain de missiles de défense. La Chine se dit très inquiète de l'éventuel déploiement par les États-Unis du système de missiles antibalistiques THAAD en Corée du Sud. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Rong Lei, a affirmé que la Chine s'opposait fermement à toute action qui pourrait porter atteinte à ses intérêts sous le prétexte des tensions dans la péninsule coréenne. On l'écoute.
La couverture du système THAAD, en particulier le radar dans la bande X, va bien plus loin que les besoins de défense de la péninsule coréenne et entre en profondeur dans le continent asiatique. Cela porte directement atteinte aux intérêts de sécurité stratégique, non seulement de la Chine, mais également des autres pays asiatiques. Le président américain Barack Obama va présider une réunion de 2 jours des dirigeants de l'ASEAN lundi au Sunnyland Centers en Californie. Un des objectifs de cette réunion est de rassurer les nations pacifiques que la stratégie de Washington survivra au départ de Barack Obama de la Maison-Blanche. En tant que président, j'ai par conséquent une décision délibérée et stratégique. C'était une promesse de 2011, de faire pivoter la politique étrangère des États-Unis vers le Pacifique. Le pivot asiatique ou le rééquilibrage de l'Asie. À l'époque, l'économie américaine se remettait encore. Le PIB de la Chine était aux alentours de 9,2%. 5 ans plus tard, alors que le premier président s'autoproclamant du Pacifique donnait son ultime discours sur l'état de l'Union, les militaires américains sont retournés en Irak, demeurent en Afghanistan et les diplomates états-uniens sont préoccupés par les situations en Iran et en Syrie. Il n'y a vraiment pas le sentiment que c'était une idée pleinement formée au commencement. Cela ressemblait davantage de ce côté-ci en Europe à cette sorte de mentalité de la guerre froide selon laquelle si nous ne comprenons pas ou nous n'aimons pas quelque chose ou la percevons comme une menace, nous l'encerclons. Obama et ses diplomates ont accru leur présence aux réunions régionales comme le sommet d'Asie orientale, l'APEC et le sommet États-Unis-ASEAN. La moitié des 2500 Marines américains a été déployée à Darwin, en Australie. Et l'accord sur un partenariat commercial transpacifique, impliquant un certain nombre de nations asiatiques, a été conclu l'an dernier. Je pense donc que la région ressent plus la présence militaire américaine qu'avant le lancement de la stratégie. Et pour les sociétés américaines qui opèrent dans la région, cette présence accrue s'est traduite en profit. Le gouvernement américain peut vraiment préconiser et mieux placer des compagnies américaines pour qu'elles soient capables d'avoir une chance raisonnable. Mais M. Massikour dit qu'en Asie du Sud-Est, les nations sont toujours en train d'évaluer les progrès de la stratégie. Les pays de la région se demandent toujours quel est le résultat véritable de cette stratégie. Sur le plan symbolique, il y a eu des progrès à travers la présence américaine aux réunions de la région. Mais en réalité, qu'avez-vous effectivement accompli? Une autre question que les nations du Sud-Est asiatique vont poser lors du sommet États-Unis-ASEAN est la suivante. L'engagement des États-Unis dans la région se poursuivra-t-il avec le prochain président des États-Unis? Les représentants de la Maison-Blanche disent que le nouveau partenariat stratégique États-Unis-ASEAN fait partie d'un système qui survivra à la présidence d'Obama. Et nous poursuivons avec une conférence sur la sécurité qui s'est tenue dans la ville allemande de Munich. Les pourparlers se sont concentrés sur la menace posée par les militants du groupe État islamique avec des inquiétudes croissantes liées à la Libye. L'envoyé spécial des Nations Unies dans le pays s'est montré confiant quant à la formation d'un gouvernement d'unité nationale, bien que les délégués s'inquiètent du manque de progrès. Comprenant près de 6000 combattants en Libye, le groupe État islamique s'est engagé à mener davantage d'attaques. Et pour les délégués présents ici à Munich, il s'agit d'une crise qui ne peut pas être ignorée. Chaque heure, chaque jour qui passe, le processus politique est retardé. Il n'arrive pas avec un gouvernement qui soit suffisamment efficace pour répondre aux problèmes sécuritaires. Chaque journée perdue est un jour de gagné pour le groupe État islamique. Le groupe État islamique s'est servi de la crise politique dans le pays pour gagner davantage de terrain. Et les délégués indiquent que la campagne aérienne menée en Syrie et en Irak pourrait aller jusqu'en Libye. Et compte tenu de ce qui s'est passé la dernière fois, c'est là une inquiétude particulière pour de nombreux députés européens. Et parmi les opposants à de possibles frappes aériennes, l'ancien chef des Nations Unies, Kofi Annan. Il ne s'agit pas spécifiquement d'un problème musulman. Une enquête de la Banque mondiale datant de 2011 a montré que 40% de ceux ayant rejoint les mouvements rebelles déclarent être motivés par le manque d'emploi. Et avec ces faits à l'esprit, il est évident qu'une autre guerre contre le terrorisme, cette fois en Afrique, n'a pas plus de chances de réussite que la précédente. Beaucoup voient le fait que l'Afrique n'a pas été le principal sujet des discussions comme un élément positif, un signe que le continent surmonte certaines de ses difficultés passées. Mais il y a également de véritables inquiétudes que la Libye et ses voisins pourraient constituer un terrain fertile pour le groupe État islamique. Et l'action urgente est nécessaire pour éviter cela.
Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a déclaré qu'il espérait parvenir à un accord avec le Royaume-Uni d'ici la fin de cette semaine. Cet accord afin de faire en sorte que le pays continue de faire partie de l'Union européenne. Le Tusk a effectué cette déclaration suite à sa rencontre avec le président français François Hollande. Le Premier ministre britannique David Cameron espère obtenir un certain nombre de réformes quant au statut du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne à l'issue du sommet des dirigeants européens qui se tient à Bruxelles jeudi et vendredi. Il souhaite que les Britanniques participent à un référendum quant au maintien du pays au sein de l'Union. Les négociateurs britanniques et européens sont déjà d'accord sur la plupart des réformes de ce statut, mais des mesures concernant notamment les politiques migratoires demeurent problématiques. Le Premier ministre indien Narendra Modi avait lancé en septembre 2014 un projet intitulé Make in India pour faire de son pays un centre manufacturier. Aujourd'hui, le pays cherche des investisseurs dans le monde entier. C'est un rêve pour le Premier ministre Narendra Modi de faire de l'Inde un hub manufacturier similaire à ce qu'a réalisé la Chine il y a des décennies pour donner des emplois à sa population immense. Cependant, l'Inde a créé un événement de grande ampleur intitulé la semaine Make in India pour attirer les grandes entreprises du monde entier. Au même chapitre, le gouvernement indien a promis des réformes, des baisses d'impôts et un environnement favorable. Ce siècle est celui de l'Asie. Mon conseil est de faire de l'Inde le centre asiatique de votre entreprise, si vous voulez que ce siècle soit le vôtre. L'Inde veut accroître son secteur manufacturier pour qu'il passe de 15 à 25% du PIB d'ici 2022. L'Inde a besoin de créer énormément d'emplois. D'ici 2020, 300 millions de personnes vont entrer dans le marché du travail. Or, au rythme actuel, elle ne pourra créer que 8 millions d'emplois d'ici 2022. L'économie indienne connaît une croissance de 7% par an et Make in India veut attirer des investissements dans l'électronique, la défense et le textile. Des délégations de plus de 100 pays sont présentes à ce sommet qui est vu comme un grand événement pour l'économie mondiale. La compagnie suédoise Ikea a annoncé l'ouverture de son premier magasin à Hyderabad en 2017. L'entreprise voudrait ensuite en ouvrir 25 autres d'ici 2025. Nous avons environ 50 fournisseurs et 45 000 personnes qui travaillent pour nous directement en Inde et produisent pour Ikea dans le monde. Donc nous fabriquons beaucoup en Inde aujourd'hui, mais nous voulons faire encore plus. Mais l'Inde est encore loin du compte. Elle se classe à la 130e place sur 189 pays de la liste des pays les plus accueillants pour les affaires, loin derrière la Chine, la Russie ou le Brésil. Le pays devra d'abord s'attaquer aux infrastructures et à son régime fiscal, deux tâches essentielles à la croissance du secteur manufacturier. Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de cette édition dédiée à l'actualité chinoise. Nous reprenons avec les derniers développements à Hong Kong. Le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong a fait savoir qu'une commission d'enquête indépendante sur les émeutes de Mong Kok était inutile. Plus de détails. C'est lundi par voie de communiqué que le gouvernement de Hong Kong a déclaré que les émeutes survenues sur l'île étaient un incident violent et d'ajouter que la police avait ouvert une enquête visant à conduire les coupables devant la justice. Le gouvernement a précisé que Hong Kong profitait maintenant d'un accès libre à l'information et que la région administrative spéciale était une société très démocratique et transparente. Dans le communiqué, il est précisé que les Hongkongais bénéficient de la liberté d'expression et sont à même d'exprimer leurs opinions et leurs aspirations concernant les problèmes sociaux et le gouvernement en utilisant différents moyens. Cependant, les commentaires et les demandes ne peuvent être exprimés sous la forme d'actes violents ou illégaux. Par ailleurs, l'ex-chef du bureau de la sécurité de Hong Kong, Ambrose Lee, a déclaré lors d'une émission de radio qu'il était choqué par les émeutes survenues à Mong Kok. Il a évoqué des forces politiques derrière ces affrontements, des forces qui incitent la jeunesse à prendre de mauvaises décisions. Enfin, il a ajouté que ces émeutes avaient été préméditées et que les participants avaient tendu une embuscade aux officiers de police durant le festival du printemps, période au cours de laquelle la présence policière est réduite.
Le commerce électronique transfrontalier pourrait devenir l'un des moteurs du commerce extérieur chinois. Les habitants de Shenzhen ont bien profité du système pour acquérir des produits importés durant la fête du printemps. Le shopping transfrontalier est devenu à la mode dans la zone de Tianrai à Shenzhen. Les touristes viennent ici pour sélectionner leurs produits parmi des milliers de biens achetés en ligne. Nous avons acheté du vin directement de la cave et les prix sont bas. C'est même moins cher qu'à Hong Kong. Acheter des produits directement à la sortie de l'usine permet de maintenir les prix bas. Acheter en ligne est toujours une bonne option. Les prix sont jusqu'à 25% moins chers que dans les boutiques grâce à une politique de taxation favorable. Beaucoup d'habitants en tirent avantage. Je suis venue ici spécialement pour acheter des produits importés, des choses à manger, des choses à utiliser. Et c'est pratique pour moi. Plus d'1 million de yuan de produits ont été importés via Tianrai l'an dernier. Les experts disent que la hausse du volume commercial pourrait aider au développement d'une chaîne industrielle. Nous pourrions rassembler toutes les activités ici à Tianrai, comme les expos, les capitalisations, la logistique, etc. De cette façon, nous pourrions former un écosystème complet. La Chine espère utiliser le commerce électronique transfrontalier pour maintenir la croissance de son commerce extérieur. Des programmes pilotes ont été lancés à Shanghai et Hangzhou. En même temps, différents programmes gouvernementaux travaillent à échanger les informations pour améliorer leur efficacité opérationnelle. Et la fête du printemps est finie. Le congé d'une semaine a une fois de plus montré l'appétit grandissant des Chinois pour les achats, les sorties au restaurant et les voyages. Les dernières statistiques du ministère du Commerce font apparaître un nouveau record de dépenses dans les secteurs de la vente au détail et de la restauration du pays, avec des recettes accumulant 750 milliards de yuan, soit 115 milliards de dollars. C'est une hausse de 11% par rapport à la même période l'an dernier. La plupart des dépenses de vacances s'est portée sur l'alimentation, le tabac et l'alcool. La bijouterie et les équipements numériques ont aussi été des articles populaires pendant les vacances. Les données montrent aussi que les ventes au box-office dans les cinémas, pendant les 3 premiers jours de Nouvel An chinois, ont bondi de 80% par rapport à l'an dernier, à 1,7 milliard de yuan. C'est presque égal au total de la totalité du congé d'une semaine de l'an dernier. Le tourisme est devenu une option populaire pour les Chinois riches. À l'intérieur, les activités traditionnelles de la fête, les sources thermales et les sports d'hiver ont grandement bénéficié des sorties des gens. On estime à plus de 5,7 millions les voyages à l'étranger effectués par des Chinois pendant les vacances. Les 3 destinations les plus populaires étaient la Thaïlande, le Japon et la Corée du Sud. Les touristes chinois sont connus pour leur capacité à dépenser lorsqu'ils sont à l'étranger, mais les choses sont en train de changer. Ce n'est pas leur pouvoir d'achat qui évolue, mais c'est plutôt les produits qu'ils achètent qui ont changé. On les appelle souvent les porte-monnaies ambulants. Les touristes chinois envahissent les centres commerciaux en France armés de cartes de crédit et d'argent comptant. Les autorités françaises estiment que 2 millions de touristes chinois ont visité la France en 2015, une augmentation de plusieurs milliers de personnes. Et en moyenne, chaque touriste chinois dépense plus de 5 000 € en France. 47% de leurs dépenses sont consacrées au shopping. C'est pour cette raison que les centres commerciaux français dans les centres-villes et en banlieue adorent les touristes chinois. Les Galeries Lafayette ont fait 50% de notre chiffre d'affaires avec la clientèle française et 50% avec la clientèle touristique. Et qu'au sein de la clientèle touristique, la clientèle chinoise est notre première clientèle étrangère. Nous avons reçu l'année dernière beaucoup de clients chinois et notre chiffre d'affaires a augmenté de 40%. Notre première nationalité en termes de chiffre d'affaires détaxé est la Chine. Et les Chinois changent le portrait de la consommation. Si aujourd'hui on constate une forte évolution justement sur des marques, c'est bien que c'est une clientèle chinoise qui devient de plus en plus mode et qui prend du temps pour acheter les marques qui l'intéressent. Les marques de luxe ne sont plus au sommet de la liste des achats des touristes chinois. Maintenant, la consommation de marques spécialisées et de produits de milieu de gamme ont atteint de nouveaux sommets.
Les dépenses lors des achats en magasin, en comparaison à celles pour le logement et la nourriture, sont en baisse. Je pense que c'est parce que les touristes chinois sont de plus en plus rationnels en matière d'achat. Ils s'intéressent plus aux loisirs et au divertissement, pas seulement aux dépenses. Les touristes chinois sont encore les plus grands consommateurs du monde, mais ce n'est plus seulement pour les biens. Ils veulent passer du temps à vivre une expérience pendant qu'ils sont en vacances. Et ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue à midi, heure de Beijing. Excellente suite de programme.